Bonjour, je suis le docteur Olivier Marbeuf. Nous sommes aujourd'hui en mars 2016, c'est-à-dire 2 ans après la création de l'unité expérimentale Alice Rivière que j'ai développée avec mon équipe autour de la maladie de Huntington. Si je souhaite intervenir aujourd'hui, c'est pour revenir sur l'événement fondateur de cette unité, qui est ma rencontre avec la patiente Alice Rivière, qui à l'époque avait très mal vécu l'annonce de mon diagnostic, et l'avait fait savoir. Par la suite, j'avais également rencontré sa sœur, qui elle m'avait littéralement interpellé. Elle m'avait dit, mais dites que vous ne savez pas. Osez dire que vous ne savez pas. Et je dois dire que, à l'époque, je ne l'avais pas compris. Si je reviens aujourd'hui sur cet épisode particulier, c'est que j'ai reçu, il y a une semaine de cela, une lettre importante, d'une Madame Christine, une personne que je ne connaissais pas. Je souhaite partager cette lettre avec vous et les propositions qu'elle contient. Cher docteur, contrairement à une idée répandue selon laquelle le travail d'une voyante consisterait à prostituer sa parole dans le sens des désirs de ses clients, j'ai dû annoncer en 28 années d'exercice de nombreuses mauvaises nouvelles. C'est à ce titre et à ce titre seulement que je m'autorise à vous écrire aujourd'hui. Car la parole qui sort de ma bouche quand elle vient contredire les espoirs de ceux qui me consultent résonne pour eux comme une malédiction. Rien de bien différent que ce verdict qui sort de la vôtre et fait basculer leur existence dans un avenir impensé et impensable lorsqu'ils apprennent qu'ils sont atteints de la maladie de Huntington. Qu'ils se dérobent, m'agressent ou vous agressent, enragent ou s'effondrent, mes clients comme vos patients doivent repartir avec une perspective de vie future irrémédiablement transformée par les mots qu'ils auront entendus. En cela, mon travail ressemble au vôtre. Je devine que l'idée vous déplaît. Je vais devoir être plus précise. Non, je n'annonce jamais aucun trouble moteur, cognitif ou psychiatrique à venir, de ceux que vous devez décrire à vos patients, en leur expliquant qu'ils surgiront les uns après les autres, s'aggraveront toujours davantage pour les priver un jour de leur autonomie. Mais je dois révéler que leurs projets les plus chers ne sont pas des plans à bâtir, mais des chimères à brûler. Ce que je leur dis à ce moment-là est totalement insupportable, car l'existence présente est indissociable de ce futur fantasmé. Ils n'ont à ce moment-là absolument aucune autre ressource pour se projeter dans un devenir. J'ajouterai que mon travail est semblable au vôtre à cause de la place que nous occupons devant eux, lorsque nous devons confirmer ce qu'ils redoutent. C'est celle d'être préservés personnellement du séisme tout en étant des spectateurs assis au premier rang de leur débâcle. Comment peuvent-ils s'arranger de la violence de notre distance émotionnelle, conjuguée avec notre intimité? Comment peuvent-ils nous percevoir autrement que, même l'espace d'un instant, comme des bourreaux? Car qui d'autre qu'un tortionnaire se trouve ainsi au centre d'un triangle dont les points sont la proximité, la douleur infligée et la distance affective? Vous me répondrez que nous ne sommes pas des bourreaux, car nous ne voulons pas leur infliger de souffrance et encore moins l'utiliser à des fins quelconques. Mais ne sommes-nous pas les témoins de ces ravages? Ne nous les voyons-nous pas se répandre en eux, alors que nous ne sommes que de parfaits étrangers? Alors c'est vrai que ce rapprochement que fait Madame Christine avec l'idée du bourreau m'a littéralement ébranlé quand j'ai lu ce texte. Je ne dis pas que j'ai toujours pensé ma pratique dans une absolue neutralité bienveillante, mais j'avais jamais imaginé les choses selon ce point de vue. Je vais continuer cette lettre.
Enfin, nos métiers se ressemblent, car vos patients et mes clients savent, avant de nous consulter, que quelque chose peut-être ne va pas. Mais ils n'en sont pas sûrs. Pas encore. Ils se croient alors prêts pour l'oracle ou l'analyse biologique. Mais ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Parce que personne n'est prêt pour cela au moment où il le demande. À ce stade, vous allez m'objecter que votre respect de la science vous oblige à être honnête, que la vérité prime sur le désir, qu'il est de votre devoir de... etc. Mais êtes-vous sûr de ne pas confondre la vérité que vous fantasmez, toute pure, ou encore la destinée, avec ce qui n'est que le résultat d'une procédure? Vos pratiques comme les miennes interrogent le futur et interprètent des données à travers des marqueurs divers. Vous questionnez et interprétez des échantillons comme je le fais moi-même. Vos supports sont du sang ou des sécrétions. Les miens sont des initiales, des images, des cartes, des photos. Mancie ou examen biologique délivre des verdicts. Je dois dire ici que Madame Christine est voyante. Je reprends. Mancie ou examen biologique délivre des verdicts. Mais n'avez-vous pas oublié que seul votre patient ou mon client feront de ce verdict une destinée, qu'ils ne sont en rien réductibles à la mauvaise nouvelle qui les accable? Docteur, nous sommes, vous et moi, propriétaires d'un diagnostic. C'est tout. C'est déjà beaucoup. Mais jamais de ce qu'ils tricoteront avec leurs mauvaises nouvelles. Jamais de ce que sera leur vie après l'annonce, ni du sens ou du non-sens que tout ceci aura pour eux. Alors inutile de les convaincre que tout est foutu, que ce qui est foutu, c'est peut-être ou probablement, je vous l'accorde, une vie valide qui ne va pas durer. Mais ce n'est ni l'homme ni la femme que vous avez devant vous et dont vous ne savez rien. Il y a tant d'autres choses dont vous ne savez rien au fond. Voilà, je dois avouer que en lisant la première fois cette lettre, je me suis dit qu'elle avait probablement vu ma première capsule et que cette lettre était en quelque sorte une réponse. Rien de ce que la science découvrira demain et qui les sauvera, mais rien non plus de cette marche loupée dans l'escalier qui, la semaine prochaine, leur brisera le cou avant que la maladie ne les détruise. Vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes. Vous ne savez rien au fond du pouvoir hautement révolutionnaire des catastrophes. Il y a 25 ans, j'ai connu un homme qui venait d'apprendre que le sida ne lui laisserait que 5 années à vivre. Il quitta sa femme, vécut en couple avec l'homme qu'il aimait, abandonna son travail pour jouer du piano. Il vit encore aujourd'hui et enseigne la musique depuis 10 ans. Ce que vous savez de vos patients, c'est qu'ils seront très probablement malades, très malades. Mais pourquoi ne pas leur rappeler que vous ne savez pas de quoi les patients non atteints de la maladie vont mourir? Que ne pas être atteint aujourd'hui de la maladie n'est pas une personne demain d'une maladie de Charcot, ni non plus de la rencontre avec un poids lourd rempli de gasoil qui grillera le stop au mauvais moment. Pourquoi ne pas leur dire aussi que la perte de mémoire, d'équilibre, de force, que l'abominable incontinence font partie de la vie des êtres humains et que la grande majorité des vies, la vôtre et la mienne incluse, risquent de se terminer assez mal? Que s'il vous appartient de leur annoncer qu'ils vont traverser tout cela, ne reste qu'une hypothèse. Et qu's'ils devaient passer par cette épreuve, ils pourront aussi en faire quelque chose qui ne vous regarde pas. Quelque chose sur lequel vous n'aurez aucun contrôle et qui commence aujourd'hui après vous. Docteur, je terminerai ma lettre en vous disant qu'annoncer une très mauvaise nouvelle ne doit jamais correspondre à tracer une ligne blanche entre le monde des damnés, porteurs de la maladie, et celui des élus qui en seraient exempts. Car l'enfer et le paradis sont dans cette vie des lieux réversibles et mouvants, par lesquels nous nous transformons perpétuellement, passant de l'un à l'autre au gré des liens que nous tissons, des deuils que nous réalisons, des libertés que nous gagnons. Elle termine avec ces mots.
Seul le mouvement est éternel. Voilà. Alors je dois dire que j'ai été étonné de recevoir cette lettre et même troublé. Je l'ai relie à plusieurs reprises et là encore, en vous la lisant aujourd'hui, elle me touche profondément. D'une certaine mesure, cette lettre, c'est une lettre qui offre des propositions. Et au début, je n'étais pas sûr d'être capable de les recevoir. Aujourd'hui, j'ai envie, avec mon équipe, d'aller plus loin, d'élargir peut-être, élargir sûrement la communauté de ceux qui vont travailler avec nous autour de la Mali d'Huntington. Alors évidemment, j'en ai pas encore parlé, pour être tout à fait sincère, avec mon équipe, et encore moins avec mes collègues. Imaginez-vous que cela puisse poser un certain nombre de problèmes, de leur apprendre que nous allions partager notre terrain de recherche et d'interrogation avec, je ne sais pas, le savoir d'une voyante. Mettre sur le même plan l'oracle et l'analyse biologique n'est pas sans risque, vous pouvez l'imaginer tout à fait. Mais je pense qu'il y a une nécessité à penser avec ce savoir qui jusqu'à présent a été largement disqualifié dans la profession qui est la mienne, et ce savoir qui, de ce fait, comporte une certaine forme de risque. Mais ces années nous ont conduits sur des terrains tout à fait passionnants, relativement inattendus, et la lettre de Madame Christen, en quelque sorte, nous propose d'aller plus loin. J'espère pouvoir revenir vers vous bientôt pour prolonger avec vous cette réflexion et partager les conséquences de ce nouvel épisode, en quelque sorte, je dirais, de notre aventure commune. Merci.